Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la tête d'un coureur investigation. Je suis Cléo et tous les mois avec Émilie, journaliste pigiste qui travaille pour de grands médias français, nous partons investiguer sur un sujet de société en lien avec la course à pied en allant chercher des témoignages de professionnels sur le sujet ou de personnes concernées. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet en plein dans l'actualité alors que la saison des courses bat son plein, l'empreinte carbone des coureurs et l'impact du running sur l'environnement. Allez, on part enquêter. C'est une nécessité pour limiter le réchauffement climatique, réduire notre empreinte carbone. Il existe plein de manières de le faire, chacun à son échelle. Remplacer les bouteilles d'eau en plastique par une gourde réutilisable, réduire sa consommation de viande, limiter ses déplacements en avion, acheter des vêtements de seconde main. Alors vous vous demandez quel est le rapport avec la course à pied. Eh bien une vidéo publiée sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines a vivement fait réagir. L'athlète Dorian Louvet a annoncé s'être lancé un défi qu'il a appelé Miles of Discovery. En un an, il va courir les 7 marathons majeurs, c'est-à-dire les marathons de Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin, Chicago et New York. Immédiatement, les réactions ont fusé en commentaire. Il y a eu énormément de messages de soutien, d'encouragement face à ce défi qui est très inspirant pour certains, mais il y a eu aussi beaucoup de critiques avec des personnes qui pointaient le bilan carbone de ce défi. Par exemple, le trailer Xavier Thévenard a écrit « Est-ce que pour repousser ses limites, on doit forcément aller dans les 4 coins du monde ?» Eh bien, chez Dans la tête d'un coureur, ça nous a pas mal questionné. À l'heure où les chaussures de course à pied s'usent au bout de 700 ou 800 km, où il est recommandé aux coureurs d'en avoir plusieurs pour faire un roulement, où il est possible de faire des stages de course à pied à l'autre bout du monde et où participer à des courses sur un autre continent est valorisé sur les réseaux sociaux, on s'est demandé si c'était possible de progresser en course à pied, de participer à des courses, tout en ayant une démarche responsable sur le plan environnemental, ou du moins sans faire exploser son empreinte carbone annuelle. Je sais pas toi Cléo, mais moi j'ai absolument aucune idée de l'ampleur de mon empreinte carbone. Alors quand on a commencé à enquêter pour cet épisode, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher un outil pour la calculer. Je suis tombée sur celui qui a été développé par Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé dans l'adaptation au changement climatique. Cet outil, il s'appelle MyCO2 et il permet de calculer très précisément ton empreinte carbone. D'ailleurs, est-ce que tu as eu le temps de l'essayer ? Oui, j'ai eu le temps. Et alors, quels sont les résultats ? Je garde ça pour la fin de l'épisode, on fait une petite surprise et tu me diras les tiens, d'accord ? Allez, on fait comme ça. En attendant, pour être sûr que tout le monde soit bien au clair avec les termes qu'on va employer dans cet épisode, commençons par définir ce qu'est l'empreinte carbone. Quand on parle d'empreinte carbone, on parle de la quantité de gaz à effet de serre générée par les activités humaines. Quand je me déplace, quand je mange, quand j'achète des produits, je génère ou j'utilise des biens qui génèrent eux-mêmes des gaz à effet de serre en plus ou moins grande quantité. Et c'est l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est responsable du réchauffement climatique et de toutes les conséquences que ça entraîne. L'empreinte carbone se mesure en tonnes de CO2 équivalent, ce qui permet d'homogénéiser les différents gaz à effet de serre en les rapportant au dioxyde de carbone, autrement appelé le CO2, qui est l'un des principaux gaz à effet de serre. À ton avis, Cléo, quelle est l'empreinte carbone moyenne des Français ? J'en ai absolument aucune idée. Selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique, elle s'élève en moyenne à 9,8 tonnes d'équivalent CO2 par an. Or, il faudrait qu'elle soit de l'ordre de 2 tonnes d'ici 2050 pour que l'on soit dans les objectifs fixés par l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et justement, quelle est l'empreinte carbone des coureurs, celle qui est liée à leur pratique de la course à pied ? Alors, il n'existe pas de données précises sur ce sujet. Donc, j'ai demandé l'aide de Roman Ledoux, le directeur de MyCO2, le fameux calculateur d'empreinte carbone dont on parlait il y a quelques minutes. Avec cet outil, on peut calculer très précisément l'empreinte carbone de quelqu'un en prenant en compte son métier, son mode de déplacement, le type de logement dans lequel il vit, son régime alimentaire ou encore son lieu de vacances. Pour notre enquête, on a calculé l'empreinte carbone de 3 coureurs imaginaires en faisant varier 3 critères. Leur déplacement sur des lieux de course, la taille de leur dressing de course à pied et leur alimentation. On estime que ce sont les 3 grands critères à prendre en compte pour évaluer l'impact environnemental de leur pratique de la course à pied. Est-ce que tu peux nous détailler le profil de ces 3 coureurs ? D'abord, ce sont tous les 3 des coureurs parisiens. Ils ont le même appartement, les mêmes conditions de vie. Le premier court 3 fois par semaine, il ne fait pas de déplacement pour participer à des courses ailleurs qu'à Paris, il n'achète pas régulièrement des vêtements et des chaussures, et il mange de la viande. Le deuxième, il court 5 fois par semaine. Il s'est déplacé en train pour aller faire le marathon de Nantes,
et pour participer à la course Marseille-Cassis. Il n'achète pas beaucoup de vêtements non plus, et lui, il est végétarien. Enfin, le troisième, c'est un athlète professionnel. Il est parti 2 semaines au Kenya pour un stage en altitude, il a participé au marathon de Valence, et il s'est qualifié pour les championnats du monde qui se déroulent à Tokyo en septembre. Il reçoit régulièrement des vêtements et des chaussures de la part de ses sponsors, et il mange de la viande. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, l'empreinte carbone du premier coureur est estimée à 4,77 tonnes de CO2 par an. Le deuxième, elle est bien moins élevée, avec 2,93 tonnes. Et enfin, le troisième explose les compteurs par rapport aux autres, avec 10,13 tonnes de CO2. Pour y voir plus clair dans ces résultats, voici les analyses de Romain Ledoux. Donc ce qu'on voit dans ces 3 cas, très clairement, c'est que l'avion, dès qu'on le prend, va exploser l'empreinte carbone. Ensuite, sur l'alimentation, la variable structurante qui a été simulée, c'est la consommation de viande, qui est en effet la première variable structurante. Plus on va manger de viande et de viande rouge, plus on va avoir une empreinte carbone importante. Faut rappeler qu'il y a environ moins 75% entre du bœuf et du poulet. Donc si vous passez d'un burger au bœuf à un burger poulet, vous baissez votre empreinte carbone d'environ moins 80%. En fait, moi, ce que je trouve étonnant, justement, en voyant les résultats, c'est de voir qu'entre entre les 2 premiers coureurs, tous les 2 font de la course à pied amateur, à un niveau amateur. L'un ne fait absolument aucun déplacement et pourtant va avoir une empreinte carbone qui est plus importante que le deuxième qui, lui, justement, va prendre le train pour aller faire des courses. C'est quand même un résultat qui est étonnant, auquel on ne s'attend pas du tout. Oui, alors c'est vrai, quand on pense empreinte carbone, souvent, on pense déplacement, c'est vrai. La même chose sur les équipements. Souvent, on va penser le transport du dernier kilomètre, par exemple. Or, souvent, sur les équipements, la part du déplacement, du transport de l'objet est assez faible, de l'ordre de 10 à 20%. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve sur un moyen de transport qui est bas carbone, le train en l'occurrence en France, avec une électricité qui est elle-même bas carbone, où en effet, il a beau se déplacer, faire 2000-2500 km, c'est vraiment l'épaisseur du trait sur le total de l'empreinte carbone. Et si on avait fait ces déplacements en voiture, est-ce qu'il y aurait eu une grande différence ? Alors la voiture, ça va dépendre beaucoup du taux de remplissage de la voiture. Alors il s'avère que sur des longues distances, souvent on n'est pas seul dans sa voiture. Et donc la voiture va être entre les deux, c'est-à-dire elle va être entre le train et l'avion, à peu près à mi-chemin entre les deux. Et plus on va être nombreux, plus on va réduire son empreinte carbone. Je dirais que comme ça, à vue de nez, si vous êtes 2, vous allez réduire votre empreinte carbone par rapport à l'avion quand même de moins 60%. Et si vous êtes 4 dans la voiture, là, ça réduit encore. On va être plus sur du moins 80%. Je redis, le train, c'était moins 97%. Donc ça va bien être entre le TGV et l'avion, mais plus proche du TGV si la voiture est bien remplie. L'autre différence qu'il y a entre les 3 profils, c'est leur consommation de vêtements et de chaussures, tout leur matériel lié à la course à pied. Les 2 coureurs amateurs n'ont pas énormément de tenues de running, ils n'ont pas énormément de chaussures, à côté d'un sportif professionnel qui, lui, va recevoir régulièrement du nouveau matériel, des nouvelles chaussures, des nouveaux vêtements. Est-ce que vous avez des données sur l'empreinte carbone des textiles qui sont utilisés dans le cadre du sport ? Donc de manière générale, on estime que l'empreinte carbone des vêtements, en moyenne, quand on regarde une personne en France, est de 220 kg de CO2. Suivant les champs qui vont être remplis dans MyCO2, on va avoir des valeurs du coup qui vont varier entre quelque chose comme 50-100 kg pour des personnes qui vont faire très attention à ce qu'elles achètent et acheter peu, jusqu'à 400-500 kg de CO2. Et c'est donc ce qui avait été simulé pour le cas 3 de la personne qui va avoir beaucoup de vêtements. On a regardé un peu plus dans le détail dans la base empreinte de l'ADEME, des empreintes de produits de sport. La chaussure de sport classique, on va dire, est autour de 20 kg de CO2 par produit. Sur les vêtements, on va être autour de 10 kg par vêtement, plutôt 5 sur un t-shirt pas trop cher et peut-être 10 voire 20 sur un pantalon un peu technique. Est-ce qu'on sait s'il y a des tissus qui sont plus polluants que d'autres ? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place justement pour avoir une empreinte qui est raisonnée dans le cadre d'un achat de vêtements pour le sport ? Je dirais que sur les vêtements, la part des intrants fait, en tout cas quand on regarde la base empreinte, elle fait environ 1/3. Donc le gros enjeu sur les vêtements, c'est le côté durable. C'est-à-dire, est-ce que le vêtement est durable ? Est-ce
de combien de temps vous allez le garder en gros, hein. C'est ça qui va être la variable structurante et pas tellement le matériau. Donc, il vaut mieux en tout cas aller sur un matériau qui est un peu plus carboné, que vous allez pouvoir garder 20%, 50% de temps supplémentaire, que d'aller sur un matériau entre guillemets bas carbone mais qui va pas tenir. Donc je dirais que sur les vêtements qui sont une fois de plus des biens à l'empreinte carbone raisonnable, on est sur 10 kilos de CO2, c'est pas énorme. Le vrai enjeu, c'est l'enjeu de l'utilisation. Donc premièrement, acheter des choses dont on va servir et pas des choses dont on va servir une seule fois. Et puis essayer d'aller sur des biens qui sont le plus résistants possible, voire le plus réparable possible. Et donc on va pouvoir garder le plus longtemps possible. C'est vraiment là où ça va faire des grosses différences et pas tellement sur la matière. Pour compléter le travail que vous avez fait avec Roman, des chercheurs bordelais se sont aussi penchés sur la question de l'empreinte carbone des coureurs en 2021. Les résultats de leur étude montrent qu'une personne peut faire augmenter son empreinte carbone de 7 à 40% en raison de sa pratique de la course à pied, selon si elle monte ou non dans un avion pour participer à une course. Si ce n'est pas le cas, l'empreinte carbone liée à la course est équivalente à celle d'un joueur de tennis amateur et bien moindre de celle d'un supporter de foot qui achète une nouvelle télé pour regarder des matchs et se déplace pour assister à certaines rencontres. Si on veut aller dans le détail, il faut aussi s'intéresser plus précisément au matériel employé par les coureurs. Avec le nombre de nouvelles paires de chaussures qui sortent chaque année sur le marché, les nouveaux matériaux, les plaques carbone, les super mousses, on peut se demander si certaines paires sont plus polluantes que d'autres. D'autant que certaines gammes sont de plus en plus légères, ce qui empiète parfois sur leur résistance et donc leur durabilité. C'est justement ce que j'ai essayé de creuser, Cléo. Selon une étude publiée en 2012 par le MIT, le prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, une chaussure comprend environ 65 pièces différentes et leur assemblage nécessite plus de 350 étapes. Pour calculer correctement l'empreinte carbone d'une chaussure, il faut donc prendre en compte les matériaux utilisés, la fabrication du produit, son transport, son utilisation et sa fin de vie. Selon cette étude, l'empreinte carbone d'une paire de chaussures de course est estimée à 14 kg d'équivalent CO2, avec une variation de plus ou moins 2,7 kg. Et la grande majorité de cet impact se produit lors des étapes nécessaires à l'obtention des matériaux et de la fabrication des chaussures, qui représentent respectivement environ 29 et 68% des émissions de carbone d'une paire. À ce sujet, les grandes marques sont très opaques. Sur leur site déjà, il n'y a pratiquement aucune donnée, si ce n'est parfois un pourcentage montrant qu'elles ont baissé l'empreinte carbone de leur nouvelle paire. Il y a quand même une exception, c'est ASICS. La marque partage l'empreinte carbone de 2 modèles, la Nimbus 27 et la Gel Kayano 31, et donne même pas mal de détails. Ces paires de chaussures génèrent environ 10,6 kg de CO2, et ça confirme ce que disait l'étude du MIT. Ce sont les matériaux et la fabrication qui sont les plus coûteux en émissions. Avec ce chiffre, ils se vantent d'avoir lancé les paires de chaussures les plus faibles en émissions de CO2. Justement, j'ai essayé de contacter ASICS pour connaître les empreintes carbone de leur modèle incluant une plaque carbone, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors pour avoir des points de comparaison, j'ai contacté d'autres marques, mais elles ne se sont pas montrées très transparentes à ce sujet. Pourtant, j'en ai contacté un petit paquet. Adidas, Nike, On Running, Puma, New Balance et Brooks. Je leur ai demandé de m'indiquer l'empreinte carbone de 2 paires de leur gamme, une pour le footing et une à plaque carbone. Résultat, j'ai reçu très peu de réponses et celles que j'ai reçues sont assez décevantes. On m'explique que le sujet du podcast a beau être très intéressant, ce ne sont pas des données que les marques ont envie de partager, même si certaines précisent qu'évidemment, elles essaient de faire baisser leur empreinte carbone. Il y a tout de même une marque qui a bien voulu nous répondre et qui travaille d'ailleurs en ce moment sur une étude qui a pour but de calculer l'empreinte carbone de tous ses produits, c'est Decathlon. J'ai pu échanger avec Nicolas Bonneau, chef de projet Sustainability chez Decathlon, sur cette étude dont il nous donne quelques données en avant-première. Donc le projet qu'on a appelé Play Sports Responsibly, il a 3 vocations. La première vocation, c'est sensibiliser nos équipes, mais aussi nos clients et les pratiquants de manière générale, et même au-delà, l'ensemble des acteurs qui font le monde sportif, sur ces ordres de grandeur, sur quel est l'impact d'une année de pratique sportive, que je fasse de la randonnée, du ski, de la natation ou même du running, de comprendre ces ordres de grandeur pour pouvoir sensibiliser les pratiquants à ces enjeux. Et le deuxième objectif, c'est que derrière tout ça, on souhaite guider vers une pratique plus responsable, à moindre impact sur l'environnement, parce qu'on souhaite qu'un maximum de pratiquants puissent faire du sport et pratiquer. Et donc il faut, si on veut, qu'il y ait plus de gens qui se mettent au sport, plus de gens qui se mettent au running, que collectivement on tende vers une pratique plus responsable et moins impactante.
Et enfin, le dernier objectif avec ce projet-là, c'est de pouvoir identifier des opportunités de projets de coopération entre les acteurs du monde du sport, que ce soit les industriels équipementiers, les pratiquants, les organisations, les fédérations. On voit que les sujets environnementaux sont un sujet systémique et très transverse, et donc il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent. Et donc c'est en ce sens qu'on souhaite partager les résultats de cette étude pour qu'on sache où agir et comment mieux agir tous ensemble sur ces enjeux. Alors sur la partie course à pied, où est-ce que ça se situe parmi tous les sports? Est-ce que vous avez fait une sorte de gradation d'échelle parmi les sports que vous avez pu étudier? Et surtout, quels sont, on va dire, les points peut-être les plus marquants que vous avez cherché à étudier sur cette partie course à pied? C'est une très bonne question. Donc on a étudié 9 sports. Le but n'est pas de comparer les sports. Le but est plutôt d'éclairer sur chacune des façons de pratiquer le sport quels peuvent être les impacts. Donc on va pas, bien évidemment, on a des ordres de grandeur et le running et le runner, on va voir plutôt se situe sur un impact moyenne par rapport à d'autres pratiques sportives, que ce soit des pratiques beaucoup moins impactantes comme la mobilité urbaine, qui par essence nécessite beaucoup moins de transport, versus d'autres sports qui vont nécessiter des infrastructures plus conséquentes, souvent des déplacements pour aller sur le lieu de pratique, que ce soit le ski, la randonnée ou par exemple le golf. Qu'est-ce qu'on a fait sur le running? On est parti sur l'étude de 2 types de coureurs. Les coureurs qu'on a appelés plutôt actifs. Donc c'est des coureurs qui s'entraînent plutôt et qui courent pour le plaisir, pour le bien-être. Ils sont plutôt dans une pratique entre guillemets occasionnelle, entre 1 et 2 fois par semaine, et qui participent à quelques courses locales. Donc ça, c'est le premier profil qu'on a étudié, le coureur actif. Le deuxième type de coureur qu'on a voulu étudier, c'est le coureur performance, qui lui a plutôt une pratique intensive du running et qui généralement vise des objectifs, essaye de se dépasser dans sa pratique et donc va aussi participer à plus de courses et parfois plus lointaines. Donc pour faire ça, on a sondé 500 runners en France dans le but de pouvoir évaluer leur façon de pratiquer le running sur une année et derrière de sortir des moyennes sur l'impact environnemental du coureur actif et du coureur performance. Et donc pour donner quelques ordres de grandeur sur les résultats, c'est peut-être ça aussi qu'on souhaiterait partager, notre étude révèle qu'en moyenne, l'empreinte carbone annuelle d'un coureur actif, c'est environ 390 kg de CO2 par an, là où un coureur performance, son empreinte monte à environ 750 kg de CO2 par an. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire ces valeurs? Kilogramme de CO2, c'est pas une notion connue de tous. Pour vous donner un peu un équivalent, 390 grammes de CO2, donc pour un coureur actif, c'est environ 65 t-shirts par an en termes d'impact. Donc ça veut dire qu'une année de pratique lorsqu'on a un coureur actif, c'est comme si dans vos placards, vous aviez 65 t-shirts accumulés. Et en termes de poids CO2, ça fait à peu près cet ordre de grandeur. Ce qu'on montre aussi au travers de l'étude, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est que les déplacements, c'est le facteur numéro 1. Comme beaucoup de sports, et même la majorité des sports, que ce soit pour aller sur des entraînements, que ce soit pour les compétitions, voire partir chercher des lieux, et notamment plutôt en hiver, pour trouver des conditions d'entraînement, et notamment pour les coureurs performance. Est-ce que vous avez analysé l'impact carbone de chaque catégorie de produits? Tout à fait. Donc ce qu'on montre dans l'étude, c'est que les équipements de running, en moyenne, donc pour les 2 profils que je présentais, le coureur actif et le coureur performance, on est entre 11 et 13% de l'impact carbone d'une année d'un coureur. Donc concrètement, pour un coureur actif, l'équipement, ça génère de l'ordre de 50 kg de CO2 par an, là où un coureur performance, qui généralement est plus équipé, plus de paires de chaussures, plus peut-être aussi d'équipement pour l'hiver, l'ordre de grandeur, c'est 80 kg de CO2 pour une année d'équipement. Ce qu'on voit aussi sur les équipements, c'est que qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans le sac du coureur sportif? C'est les chaussures et les t-shirts. Et ces 2 catégories de produits, elles représentent de l'ordre de 50% de l'impact de l'ensemble des équipements sur une année. Donc c'est principalement ces 2 catégories de produits qui font l'impact. Quand on parle de l'empreinte carbone d'un produit, déjà il faut savoir qu'est-ce qu'on inclut dedans. Donc ça inclut l'extraction des matières premières pour pouvoir fabriquer le produit. Il y a la fabrication des composants, son assemblage, son transport. Il y a aussi son usage, c'est-à-dire que quand vous avez un t-shirt, vous le mettez régulièrement à la machine à laver, on va compter l'énergie qui est consommée pour la machine à laver. Et puis il y a aussi la fin de vie du produit, que le produit soit recyclé ou incinéré. C'est ça qu'on inclut dans l'ensemble de l'analyse du cycle de vie et l'impact carbone d'un produit. Et donc à titre d'exemple,
L'empreinte carbone d'un t-shirt, c'est entre 4 et 9 kg. 4 kg pour un manche courte, 9 kg pour un manche longue. Un short, on est de l'ordre de 4 kg de CO2 pour un short. Les vestes imperméables, c'est un petit peu plus élevé, 8 kg. C'est un vêtement plus technique, généralement. Et après, on va dire, il y a tout ce qui est petit équipement, les paires de chaussettes, les gants, bonnets, les casquettes, c'est de l'ordre de 0,7 à 0,9 kg de CO2 pour chacun de ces équipements. Et puis le dernier, comme on le disait, donc la chaussure. Donc nous, là, ce qu'on va vous partager, c'est la moyenne de l'ensemble de la famille des chaussures qu'on met sur le marché. Donc là, à la fois les chaussures de running, de trail, et que ça soit pour un usage plutôt loisir, occasionnel ou performance. Et en moyenne, sur toutes ces typologies de chaussures, on est de l'ordre de 7,5 kg de CO2. Je vais dire très bête, très naïvement, mais est-ce qu'une chaussure loisir consomme moins, enfin produit moins de CO2 qu'une chaussure qui a plutôt une vocation à faire de la haute performance? Alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans l'analyse. Le premier, c'est le poids de la chaussure qui est proportionnel. L'empreinte carbone est proportionnelle au poids de la chaussure. Donc une chaussure performante, et c'est ce que recherchent les pratiquants, est généralement plus légère et donc moins impactante. Après, il y a des tendances aujourd'hui avec l'arrivée sur le marché et l'expansion des chaussures à plaque carbone, où là le runner performer va plutôt chercher à la fois le dynamisme, le confort et la légèreté, et où l'intégration de ces éléments fait que l'empreinte carbone est un petit peu plus élevée, dans le sens où l'ajout d'une plaque carbone, c'est des processus composites, et donc ça dépend à la fois des modèles, de la légèreté, de la composition de chacun des composants qui va venir influencer. Donc il n'y a pas de réponse générale, ça va être vraiment selon les composants qu'on met dans les produits. Après, ce qu'on voit également, et c'est peut-être une innovation là qu'on a sortie et que Keeprun a sorti il y a quelques semaines, la nouvelle chaussure Keepix, où à la fois on essaye d'aller trouver de la performance, et donc là la performance sur cette chaussure, c'est au travers de l'amorti, où on a amélioré de 50% l'amorti, et en même temps de baisser l'empreinte carbone de ce produit. Et donc ça, c'est grâce à des innovations technologiques, comme c'est la première chaussure sans colle. Et donc qui dit chaussure sans colle dit le procédé d'assemblage est beaucoup plus simple, ce qui fait qu'on baisse l'empreinte carbone sur cette chaussure de l'ordre de 13% sur l'ensemble du produit par rapport à une chaussure classique. Et donc à la fois sur ce typologie de chaussure, on travaille sur la performance pour le coureur, une baisse d'impact de la chaussure, et puis aussi qui dit pas de colle dit plus facile aussi à recycler, c'est plus facile à désassembler, et donc ça offre de belles perspectives pour la suite pour travailler aussi sur la recyclabilité et la fin de vie de la chaussure. Et donc toutes ces actions qu'on met en place, ça a permis à Decathlon en 2024 de baisser de 13% nos émissions de CO2, donc sur toute la chaîne de valeur en valeur absolue par rapport à 2021. Et donc ça comprend à la fois le très en amont et jusqu'à la fin de vie des produits. Et donc cette réduction, elle s'inscrit dans la trajectoire de décarbonation de Decathlon qui vise en 2030 à baisser de 42% nos émissions de CO2 en valeur absolue et contribuer à la neutralité carbone en 2050, comme la science le dit, et on s'engage sur ces sujets-là. Est-ce que aussi on a la sensation un petit peu à l'heure actuelle d'être dans un discours schizophrénique, c'est-à-dire que effectivement on veut faire attention à l'environnement, c'est important en fait, on se doit de faire attention à notre empreinte carbone, etc. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a un discours de la part des marques, notamment, comme quoi voilà, c'est important, on va dire, quand vous êtes coureur, il faut avoir plusieurs paires de chaussures pour différentes sorties qui sont appropriées. Et au final aussi, les marques vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous produisez des produits pour certains besoins bien spécifiques. En l'occurrence, en course à pied, c'est vraiment le cas, surtout sur les chaussures. Comment faire un petit peu pour se dépatouiller avec ce discours-là qui est effectivement, je pense, un peu compliqué aussi pour les gens, pour les coureurs, où on leur dit si vous voulez de la performance, il faut plusieurs produits et donc il faut consommer en quelque sorte. Et en même temps, faites attention quand même à votre empreinte carbone et ne consommez pas trop. Alors c'est une bonne question, et je pense que la clé, elle est dans l'équilibre le plus harmonieux qu'on peut trouver entre la passion pour son sport, la course à pied ici, mais de manière générale le sport que l'on adore, et aussi l'impact sur l'environnement. En tant que pratiquant personnellement de trail, quand on court dans la montagne, on profite des bienfaits que la montagne peut nous générer, des beaux paysages, et si on souhaite que ces paysages puissent perdurer, il faut aussi, en tant que pratiquant, trouver le bon équilibre, le juste équilibre entre la recherche du dépassement de soi si on est un coureur performeur, et aussi la protection de l'environnement. Et donc c'est ce juste équilibre qui est nécessaire de pouvoir, je pense, trouver pour allier à la fois le sport et la protection de l'environnement.
Un bon équilibre donc, mais un équilibre qui semble bien difficile à trouver dans cet écosystème où le boom de la course à pied et donc des équipements associés nous poussent continuellement à consommer et à avoir des équipements dernier cri. Et dans toute cette profusion, de nouvelles marques tentent de se développer ces dernières années avec l'idée de produire des vêtements à faible émission carbone. C'est le cas de Sensus, une marque française qui fabrique des vêtements de course techniques en partie avec des matières végétales et recyclées. Le tout en circuit court et avec une démarche très transparente. Sur leur site, les lieux de production sont indiqués, tout comme l'empreinte carbone de chaque produit. On peut aussi citer la marque Circle, qui produit aussi en Europe à partir de matières recyclées. Les coureurs individuels ont certes une empreinte carbone liée à leur pratique sportive, mais comme on l'a vu avec nos simulations, les plus émetteurs sont sans surprise les coureurs professionnels. Cette profession implique de nombreux déplacements et la recherche de matériel toujours plus récent et performant. Effectivement, Émilie, comme on a pu le voir précédemment, le facteur le plus coûteux en émissions carbone, c'est souvent les transports, et notamment l'avion. Un vol pour relier Paris à New York émet 3,56 tonnes de CO2, un chiffre qui fait exploser l'empreinte carbone d'un coureur. Contrairement aux coureurs amateurs, les professionnels n'ont pas toujours le choix des courses auxquelles ils participent. Les plus grandes compétitions ne sont bien évidemment pas toutes locales et impliquent de nombreux déplacements, la plupart du temps en avion. Mais certains athlètes commencent à se mobiliser contre tout ça, non ? Tout à fait. Certains athlètes de haut niveau ont décidé de se réunir pour prendre ce sujet à bras-le-corps et essayer d'avoir une voix qui compte dans un secteur où peu de sportifs se sentent concernés par les questions écologiques. Créée en 2023, l'association Les Climato-Sportifs a un double enjeu. Sensibiliser le milieu aux enjeux environnementaux et sociaux et faire du sport un allié de la lutte contre le changement climatique. J'ai rencontré Younes et Isis, ingénieurs de formation et athlètes de haut niveau, qui œuvrent dans l'association depuis les débuts. Les Climato-Sportifs, c'est un collectif, donc qui est une association aussi, qui s'est créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est né par la rencontre de 3 cofondateurs. Amélie Claire, qui est elle une escrimeuse et aussi pratiquante du pentathlon moderne. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, mais très cool. Mathéo Gabon, qui est sprinter 200 mètres. Et moi, du coup, Younes Nezar, qui est sprinter sur 100 mètres. Je fais un peu de 200, mais c'est très rare. En général, je m'arrête à 100 mètres. On s'est rencontrés dans le cadre d'une activité qu'on faisait auprès des Shifters. Donc, c'est une association, un groupe de pensée qui permet de faire des choses assez cool. Et nous, on s'est rencontrés et l'histoire veut que Mathéo nous a préparé un burger végétarien à la betterave. Donc, c'est un steak de betterave. Et c'était très cool, je sais pas si on a le droit de dire steak encore, bref. Et du coup, c'était super bon. Et en discutant ensemble, on s'est rendu compte que chacun, en fait, on infusait l'écologie dans notre quotidien, que ce soit dans notre travail, auprès de nos proches, dans notre mode de vie, manière de s'alimenter, de vivre tout simplement. Et que dans notre sport, on le faisait pas, ou on le faisait, mais sans vraiment en parler. Et on s'est rendu compte que il y avait peut-être quelque chose à faire, tout simplement. Et c'est comme ça un peu que l'idée est née et qu'on a choisi Climato-Sportif parce que climat et sport dedans. Je pense que le nom est assez simple. On a commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que par ailleurs, Isis nous a rejoints en voyant nos publications et aussi parce qu'Isis est une très grande athlète aussi à pouvoir se présenter. Mais ouais, du coup, voilà, c'est vraiment né comme ça. Ouais. Isis, tu fais de la piste. Ça t'a parlé tout de suite quand t'as vu qu'un collectif comme les Climato-Sportifs venait de se former. En quoi t'as voulu rejoindre ce collectif-là ? Oui, ça m'a parlé tout de suite. En fait, j'avais déjà eu des engagements autour de la sensibilisation à l'écologie, l'action associatif, mais pas lié au sport. Et à côté de ça, dans ma vie personnelle ou dans le sport, je faisais déjà attention à plein de choses pour réduire l'empreinte carbone, l'alimentation, les déplacements. Et en fait, les Climato-Sportifs, c'était allier les deux et s'entourer de personnes qui avaient plein d'idées, qui étaient enthousiastes sur ces sujets. Donc aussi sortir un peu de la solitude qu'on ressent parfois sur ces sujets. Donc oui, ça m'a parlé tout de suite et oui, c'est un levier d'action. Tu parles de levier d'action, justement, Younes. Quelles actions vous menez ? Est-ce que d'ailleurs, au départ, c'était plutôt se réunir entre sportifs qui avaient un peu les mêmes valeurs, ou est-ce que tout de suite, vous avez eu une volonté de mettre des actions concrètes en place ? C'est vrai que nous, au début, on s'est créé aussi pour s'identifier, savoir qu'on n'est pas seul, que parfois, quand on est sportif et qu'on est engagé à l'échelle individuelle, il y a des gens qui nous ressemblent, avec qui on peut échanger, faire des choses. Mais nous, en fait, l'association, elle repose vraiment sur 2 convictions. La première, c'est qu'on peut pratiquer, et on croit vraiment tous individuellement qu'on peut pratiquer un sport autrement, plus sobre, plus durable, plus en adéquation avec les limites planétaires notamment, même à haut niveau. On essaie de le montrer par l'exemple.
Et la deuxième conviction, c'est qu'on pense que le sport et les sportifs peuvent être un vrai levier de transformation et d'action au rapport aux enjeux de la transition écologique. Et pour ça, on a développé 3 modes d'action. Je ne sais pas si Isis, tu veux les présenter. On a une charte qui parle des bonnes pratiques, ce qu'on peut faire en tant que sportif dans tous les domaines, alimentation, déplacement, équipement. On réfléchit aussi sur l'impact qu'on a en tant que modèle, puisque les sportifs sont aussi des modèles, un peu créateurs de valeur. Enfin, qu'est-ce qu'on sponsorise, qu'est-ce qu'on porte dans notre image en tant que sportif, et est-ce qu'on peut parler d'écologie, être cohérent sur l'écologie. Donc voilà, donc la charte de bonnes pratiques. On a ce qu'on appelle la manchette climat, sur lequel il y a les warming stripes, les bandes de réchauffement, qui montrent qu'il y a eu une accélération du réchauffement ces dernières années. On va du bleu au rouge. Et donc ça permet de susciter des questions, de susciter la réflexion, et aussi d'être reconnu en tant qu'hématosportif sur les événements sportifs. Ouais, on a développé aussi récemment, c'est Manon Guillonnet qui nous a rejoint, un pôle plaidoyer qui a pour but d'essayer d'aller porter des messages un peu plus loin auprès notamment des instances politiques, faire évoluer les lois notamment, communiquer aussi de manière un peu plus engagée, on va dire, sur des messages forts. Et ça, c'est une action qu'on aimerait développer aussi au cours de l'année. Ouais. Est-ce qu'il faut faire justement la différence, la scission entre les sportifs amateurs et les sportifs professionnels selon vous ? Moi, je dirais oui et non. Dans un sens, un sportif professionnel, il est quand même dépendant de tout un écosystème qui lui impose aussi des choses, que ce soit le sponsoring, d'où il tire sa source de revenus, les fédérations qui ont des pratiques aussi plus ou moins vertueuses. Et donc, il est dans un système et il est compliqué de se dégager de ces enjeux collectifs. Et c'est pour ça nous, on ne cherche pas du tout à culpabiliser les sportifs ou à dire tout vient de l'individu. Mais donc, un sportif haut niveau a des contraintes supérieures, mais il a aussi peut-être des leviers d'action de communication supérieurs. Donc c'est comment on trouve une voie possible pour agir à son échelle, et comment on va ensemble, justement grâce aux liens, embarquer progressivement l'écosystème. Et vous comprenez aussi que c'est forcément délicat, parce que j'imagine que des sportifs de haut niveau qui voyagent énormément pour leur sport, il y en a beaucoup qui ont justement des valeurs écologiques, qui ont envie de pouvoir changer les choses concrètement, mais qui se sentent aussi pas vraiment légitimes de le faire, étant donné leur mode de vie. C'est compliqué, je pense, pour eux aussi peut-être de communiquer sur ces choses-là, sachant qu'ils savent pertinemment que derrière, on va leur dire « T'es bien gentil de nous dire ça, mais tu prends l'avion 15 fois par an. » Ouais, non, mais il y en a beaucoup qui me disent Younes, tu sais, moi je suis végétarien, mais je peux pas le dire sur le réseau parce que sinon je vais me faire tacler, parce qu'on me dit que je prends l'avion pour aller faire un meeting à Doha. En fait, d'un côté il a raison, de l'autre non. Je serais curieux aussi d'avoir ton avis, Isis, peut-être qu'on pense différemment là-dessus. Mais je pense que l'heure aujourd'hui, elle n'est plus d'avoir peur ou pas de communiquer. Je pense qu'on a atteint un stade d'urgence des enjeux. C'est pour ça qu'on mentionne et on martèle ce message dans nos sensibilisations. C'est qu'aujourd'hui, on a plus le temps de dire c'est la faute de lui ou c'est la faute d'un tel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que collectivement, on se mette en marge de manœuvre et qu'on décide vraiment d'agir. Après, souvent, ce que je dis, c'est que tu peux t'engager sans forcément communiquer autour de ça, c'est vrai. Sur les compétitions, effectivement, y a des choses où même souvent on me dit les sponsoring, je reçois 15 marques, 15 paires de baskets par semaine. Est-ce que je peux vraiment parler de sobriété sur mon compte ? Moi, je pense qu'il y a une acceptabilité sociale à avoir. Forcément, quand on voit des sportifs de haut niveau qui voyagent en compétition, faut comprendre que parfois c'est un enjeu, notamment les grands championnats, ils peuvent pas faire autrement. Néanmoins, en tant que sportif, il y a des compétitions qu'on peut éviter, ça c'est factuel. Certaines moins que d'autres, mais c'est là où collectivement on peut avoir un rôle à jouer. C'est quand forcément un sportif tout seul porte un message, c'est compliqué parce qu'il se met potentiellement à dos des personnes, ses sponsors, ça fait aider. Quand c'est un collectif, et c'est pour ça qu'on a aussi créé ce collectif-là, quand c'est porté par plusieurs personnes, plusieurs entités politiques ou professionnelles dans plusieurs sports différents, là on peut avoir un vrai impact. Il existe aujourd'hui de plus en plus d'exemples de sportifs qui refusent de faire des compétitions pour rester en accord avec leurs valeurs. Par exemple, en 2022, l'athlète britannique Andy Simons a renoncé à représenter son pays au championnat du monde de trail en Thaïlande.
La raison de cette impasse à un événement pourtant très important pour sa saison sportive, son empreinte carbone d'environ 6,3 tonnes de CO2 qu'il jugeait trop élevée. Il a déclaré « Je ne peux tout simplement pas justifier, surtout face à moi-même, l'ajout de 4 tonnes supplémentaires à mon bilan de 2022 ». Au-delà des sportifs de haut niveau, ceux qui courent pour le loisir peuvent aussi mettre des choses en place pour faire une vraie différence sur leur bilan carbone, comme l'expliquent les climato-sportifs. Je pense que la première chose, c'est si on ne connaît pas le sujet, c'est s'informer, effectivement, comme le dit Isis. Il y a plein aujourd'hui de médias engagés, je pense à Reporter, je pense à Bon Pote, je pense à Les Verts, je pense à Écolosport, qui est principalement centré sur la question du sport et de l'écologie, qui au quotidien véhicule des messages intéressants pour monter en éveil sur le sujet. Après, il y a s'engager, je pense, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse aussi, s'engager auprès d'une association comme la nôtre, ou plein d'autres, une association plus locale qui fait des choses dans la forêt du Vercors parce que tu habites dans le Vercors. Forcément, quand on s'engage dans une cause qui a des effets visuels directs dans notre quotidien, pour certains ça touche mieux, pas pour d'autres. Il y en a d'autres à qui ça dérange pas de s'investir sur la préservation de l'eau au Kenya sans forcément voir les rivières directement du Kenya. Mais pour d'autres, ils ont besoin de voir les effets directs de leur impact. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir quand même beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses intéressantes. Je pense à Surfrider, par exemple, sur toute la côte basque atlantique, qui font des choses incroyables sur la préservation des écosystèmes marins, par exemple. Je pense aujourd'hui, c'est pas compliqué de trouver des associations qui s'engagent et qui font des choses, même avec un ancrage local fort. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à donner un peu de leur temps libre là-dessus, tout en continuant à faire du sport. Parce que c'est bien le sport, en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres messages dont on n'a pas forcément parlé, que vous voulez mettre en avant ? Nous, il faut savoir que si on fait tout ça, c'est parce qu'on aime le sport, qu'on est vraiment des amoureux du sport, y compris de certains grands événements sportifs qui parfois peuvent être, on va dire, assez douteux d'un point de vue organisation, notamment au regard des enjeux de la transition. Mais nous, on est des amoureux du sport, on aime le sport et justement, on veut continuer à le pratiquer. Si on fait tout ça aujourd'hui, qu'on essaye de faire de choses au quotidien, c'est qu'on a envie de continuer à pratiquer le sport en 2050. Et là, malheureusement, les trajectoires que prend la société impliquent qu'en 2050, notamment, parce que c'est assez tôt, mais on ne pourra pas pratiquer du sport normal, enfin, en tout cas pas comme on le pratique aujourd'hui. Il faudra le pratiquer à des heures différentes, il faudra le pratiquer différemment. Il y a peut-être même des sports qui vont ne plus exister. Je pense au ski par exemple, où en 2050 on dit qu'il y aura seulement 11 villes qui seraient capables d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver par exemple, dans le scénario le plus optimiste. Donc nous on veut montrer vraiment que si vous aimez le sport, il faut, c'est impératif que le sport, peut-être pas vous directement qui écoutez ce podcast, mais le sport au global et impérativement doit faire en sorte de s'adapter d'un côté et aussi de changer pour être plus en adéquation avec les limites planétaires. Ouais, il faut comprendre dans la transition globalement, je vais caricaturer, mais il y a deux sujets on va dire, c'est d'un côté l'empreinte carbone qui a un impact direct sur le réchauffement climatique et de l'autre c'est la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Et en fait la pollution de l'air, de l'eau et des sols, la grosse différence avec le réchauffement climatique, c'est que ça impacte directement la santé des individus, même au quotidien, même en France. Quand on va courir à 18h, quand c'est un pic de pollution, je crois que Isis disait que quand on pratique du sport, on respire entre 4 et 10 fois plus de particules fines, notamment ce qu'on appelle les PM 3.5, PM 2.5, les particules fines, notamment qui sont issues des véhicules diesel par exemple. Ça, forcément, en tant que sportif, on n'y est plus sujet. Donc en fait, on se rend compte aujourd'hui que pratiquer du sport, avant on disait que c'était bon pour la santé, ça l'est toujours. Mais dans certains cas, notamment au bord des axes routiers très fréquentés, ça peut avoir un impact sur la santé, et un impact qui est très insidieux parce qu'en fait la pollution aujourd'hui on dit que c'est 48 000 morts par an à peu près. Mais en fait c'est un chiffre qui on pense est assez sous-estimé parce que déjà c'est quelque chose qui est nouveau et puis surtout la pollution elle a un impact qui est on va dire plus sur le long terme à force, on va dire, à une certaine accoutumance, à force de respirer la pollution de l'air, ça peut avoir un impact qui va venir en fait dérégler complètement le corps dans sa biochimie et derrière provoquer des maladies digestives, cardiovasculaires, cérébrales notamment. Et en fait, on va pas forcément mettre la cause. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une recrudescence de cancers pédiatriques, mais aussi
des cancers globaux. En fait, on ne connaît pas vraiment l'origine, on ne sait pas si ça vient d'alimentation, on ne sait pas si c'est ce qu'on respire, ce qu'on boit, mais c'est un tout en fait. C'est une somme de détails qui fait qu'aujourd'hui, on a autant de cancers. Donc forcément, aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est de pratiquer le running différemment. Voilà, ça c'est des conseils un peu tips. N'allez pas courir, si vous pouvez en tout cas, ne courez pas dans les heures de pic de pollution. Il y a des sites qui, notamment à Paris, vous tapez Air Paris, vous pourrez trouver les pics de pollution en temps réel, mais dans les autres villes de France, c'est le cas aussi. Choisir l'heure, choisir en fonction de la météo aussi, éviter les fortes températures, comme le disait ici tout à l'heure, et pratiquer un sport différemment, quoi. À son échelle individuelle, chaque coureur, qu'il soit amateur ou professionnel, peut faire en sorte d'avoir une pratique plus éco-responsable. Mais la question qui se pose, c'est aussi celle de tout l'écosystème de la course à pied, et notamment des organisateurs de courses. Car si courir dans son coin à côté de chez soi n'a quasiment pas d'impact, rassembler dans un même endroit des milliers, voire des dizaines de milliers de coureurs, c'est autre chose. Cela implique de grands déplacements pour certains, de nombreux déchets et la production d'une quantité non négligeable de consommables, comme les t-shirts de finishers qui restent souvent dans les placards. Et c'est un sujet qui fait beaucoup parler ces dernières années, Émilie, surtout en trail. Dans son livre Ultra Simple, le trailer Olivier Crouvisier parle d'un étrange élan schizophrénique dans l'écosystème du trail. Il écrit que les organisateurs de courses vantent régulièrement les mérites d'expérience qu'il nous faudrait cocher dans notre vie de coureur à pied à coup de publicité digne des grandes compagnies aériennes, quand bien même la propre survie de ce sport est en jeu. De nombreuses stars du trail se sont déjà élevées contre l'impact environnemental des organisations de courses, comme Kilian Jornet et Zach Miller, qui invitaient les meilleurs athlètes à boycotter l'UTMB en 2024, considérant que l'événement était devenu un trop gros business. Avec l'essor du trail running, 12% d'augmentation dans le monde, 16% en France, l'événement et sa politique environnementale est au centre des attentions et des débats. Alors que l'UTMB Group vient tout juste d'annoncer un plan de renforcement de ses actions, j'avais pu les rencontrer à Annecy en avant-première pour qu'ils me parlent de ces mesures. Alors je suis Fabrice Perrin, ça fait maintenant 15 ans que je suis bénévole, j'ai été bénévole pendant 15 ans pour l'UTMB, et ça fait 8 mois maintenant que je suis en charge directeur sport et sustainability à l'UTMB. C'est une nouvelle direction qui a été créée l'an dernier. Donc il y a 8 mois à peu près, et qui vraiment a cet objectif de balancer les questions sportives, les questions d'environnement, les questions d'équité, de diversité, d'inclusion qui sont extrêmement importantes pour nous. Et qui sont un gros sujet, je crois, en ce moment particulièrement. On a beaucoup de sujets importants, urgents à délivrer vite. Justement, ce sujet, c'est le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui, parce que tout notre épisode est centré là-dessus, et particulièrement aussi sur l'empreinte carbone. Vous, en 2019, vous avez calculé cette empreinte carbone avec un chiffre qui était à peu près d'un peu plus de 11 000 tonnes de CO2, en prenant uniquement en compte les coureurs et leurs accompagnants, pas les commerciaux, les marques, les visiteurs, etc. Si on doit faire une comparaison, alors bon, ça c'est forcément toujours un peu critiquable, hein, mais c'est à peu près, on va dire, une étape du Tour de France. Vous, quand on dit ça, comment vous réagissez et est-ce que vous comprenez l'agacement ou les petites polémiques qu'il y a autour de justement ce chiffre-là, de cette empreinte carbone que vous avez communiqué il y a quelques années? Ma réaction, c'est moi je suis assez justement opposé à ce qu'on mette en perspective les différents poids carbone des différents événements. C'est pas le point. Pour moi, l'idée, c'est pas de dire moi je fais 1000 tonnes de moins que toi, etc. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, on est, en tout cas pour toutes les personnes qui sommes dans l'outdoor, on adore la nature, on adore le sport. C'est hyper important de continuer à se regrouper autour d'événements sportifs. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des émissions qui sont le plus basses possible, mais c'est surtout pas en fait de se comparer les uns les autres et de rentrer dans cette guerre qui serait une guerre stérile. Le point important aussi, c'est qu'à l'époque, on a fait une estimation qui était en fonction des règles de calcul de l'époque, typiquement ADEME, qui ont considérablement changé. On vient de faire le travail en 2024 avec le cabinet Utopic, un cabinet important dans le domaine. On vient de faire ce calcul de nouveau en 2024, où on arrive à un bilan de 18 600 tonnes, qui est globalement, on va dire par rapport à 2019, on est dans flat, très très légère augmentation du bilan. Le constat, c'est que on s'y attendait, hein, mais vraiment le transport, c'est la partie la plus importante.
Sur ces 18 600 tonnes, il y a 88% qui sont liés au transport des coureurs, des accompagnants, mais nous aussi, on a calculé aussi les organisateurs, les bénévoles qui viennent sur place, tous nos partenaires qui peuvent venir sur place, la presse, etc. On a calculé le bilan carbone de tout le monde, scope 1, 2 et 3, et donc 88% pour le transport, 86% pour venir et repartir de l'événement, et 2% pendant l'événement. Et pour vous donner une idée des grosses enveloppes à côté, je crois que c'est 6% pour l'hébergement de tout le monde, 2-3% pour les produits, les goodies, etc. Et voilà, et en gros, on a à peu près nos 100%. Donc le transport, ça reste le point principal sur lequel on veut travailler. Et ça justement aussi sur les déplacements, parce que je crois, il me semble, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, au Marathon du Mont Blanc par exemple, ils réservent 40% des dossards à des participants qui s'engagent à venir en train. Vous, est-ce que c'est des choses que vous avez aussi imaginé mettre en place, ou même pourquoi pas aller dans des choses encore plus importantes et dire par exemple les personnes qui viennent des États-Unis ou qui font des grands voyages en avion, ils n'ont pas le droit de participer à l'UTMB. C'est des choses auxquelles vous avez réfléchi? Alors d'abord, je voudrais saluer le travail du Marathon du Mont Blanc. Ils ont fait un super travail, c'est un super projet qui correspond à leur modèle d'événement. Nous, notre modèle d'événement, il est un petit peu différent. Nous, on est une finale internationale des UTMB World Series. Donc, on n'est pas du tout dans cette logique de dire on veut réduire la part des participants internationaux. On peut pas être dans cette logique-là. Donc, nous, on a une autre approche. On a fait comme le Marathon du Mont Blanc, quelque part, on a travaillé avec l'API-TIREC, qui est l'association des coureurs professionnels. On a travaillé surtout avec Protect Our Winters France pour réfléchir sur le sujet. On a aussi beaucoup travaillé avec toutes les parties prenantes sur notre territoire, toutes les mairies, les collectivités locales, etc. Et on a eu cette approche vraiment différente pour réduire et pour travailler sur la réduction de cette empreinte carbone. Et on est arrivé, nous, à un projet, en tout cas une décision dans l'incitation. Et du coup, en 2026, l'inscription de 2025 pour l'événement 2026, les coureurs qui s'engageront à respecter le trajet durable recommandé par notre plateforme UTMB Go auront 30% de chances en plus d'être sélectionnés lors du tirage au sort. Donc on est vraiment dans une démarche positive de dire, allez, regardez, si vous mobilisez, si vous réfléchissez à trouver des solutions, vous aurez plus de chances de venir participer à notre événement. Vous avez aussi lancé la contribution carbone volontaire sur l'ouverture des inscriptions pour l'UTMB 2025, justement pour que, on va dire, les coureurs qui viennent de loin et qui vont donc engendrer beaucoup plus de CO2 puissent compenser de leur bon cœur, on va dire. Ça a été lancé en décembre, je crois. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens le font ou pas? Ça marche super bien. Alors, encore une fois, le principe, c'est les 3 steps, c'est de mesurer, éviter, réduire et contribuer. Donc, mesurer, ça, nous, l'organisation, on le fait à notre niveau, on fait notre bilan carbone. Pour nous, maintenant, chaque coureur qui participe à l'événement, au moment de son inscription, il y a un calcul de son bilan carbone qui est fait par l'outil d'inscription. On a cet outil UTMB Go maintenant qui va permettre d'optimiser un maximum, d'éviter et de réduire un maximum le bilan carbone pour la personne qui est venue sur l'événement. Et puis la dernière partie qui est, une fois qu'on a réduit au maximum, il y a forcément des choses qui restent et le but du jeu, c'est de contribuer pour réduire le plus possible. Et donc cette évaluation, elle était déjà présente en 2025 pour l'inscription de cette année. Il y a eu au final plusieurs coureurs qui ont décidé de contribuer. D'accord. On a une somme au total de 25 000 € qui ont été rassemblés pour l'événement. Pour le moment, 25 000 €, il y avait 8 000 € qui venaient des coureurs. D'accord. Contribution des coureurs. Donc, quelque chose qui est quand même assez significatif et qui a permis déjà de gérer 2 projets importants. Un projet de migration vers la bioculture en Haute-Savoie et un autre autour de la biomasse au Brésil. Okay. Donc ces sommes sont récoltées. Il y a beaucoup de coureurs qui aujourd'hui sont sensibles à la question et qui contribuent volontairement dessus. On récolte de l'argent et on crée des projets grâce à ça. Et en 2026, la contribution elle ne sera plus optionnelle, elle sera obligatoire pour tout le monde. Elle sera obligatoire pour l'organisation. On va continuer, nous, à payer notre part, à contribuer pour ce qu'on n'a pas pu éviter d'émettre. Nos partenaires vont le faire également. Et les coureurs vont être aussi appelés à le faire.
Très bien. Au niveau des partenaires aussi, c'est vrai qu'il y avait eu une petite polémique en 2023 quand Dacia est devenu l'un des principaux partenaires de la course. C'est un choix qui a été fortement critiqué. Comment vous sélectionnez en quelque sorte vos partenaires? Est-ce que vous avez compris ces critiques? Et est-ce que vous avez peut-être changé aussi maintenant d'optique vis-à-vis des partenaires? Alors la critique, on l'a comprise. Effectivement, je pense qu'il y a il y a clairement une incompréhension entre la communauté et nous. Et aujourd'hui, clairement, on est dans cette démarche où chaque nouveau partenaire est screené, filtré. On fait très attention aux partenaires avec lesquels on veut travailler. Ce qui ne veut pas dire que tous les partenaires sont inéligibles. Un partenaire qui, comme nous, se met dans une démarche de réduction de son impact carbone, pour nous, on veut écouter, on veut parler avec lui, on veut voir comment on peut collaborer. Donc, clairement, un pétrolier, ça va être compliqué de travailler avec lui, mais il y a beaucoup d'autres partenaires avec lesquels aujourd'hui on peut travailler. Est-ce que vous avez une charte ou quelque chose pour vos partenaires? Oui, il n'y a pas de charte pour les partenaires. En revanche, on a un document interne qui liste le type de partenaire avec lequel on est prêt à travailler ou pas. Et ça, c'est des choses qui ont évolué quand même ces dernières années, ou vous êtes resté un peu sur la même... On est en permanence en train de travailler dessus. Il y a actuellement un très gros groupe de travail aussi qui réfléchit justement pour cette charte, qui va donner aussi les guidelines, les guides pendant la semaine pour comment faire en sorte d'être le plus durable pendant l'événement, parce que forcément on a des partenaires de différentes tailles. On en a certains qui sont déjà presque en avance sur le sujet, et puis d'autres qui ont besoin plus d'être accompagnés, aidés. Et on a aussi l'ambition d'aller voir tous ceux qui gravitent autour de nous. C'est-à-dire que toutes les marques qui viennent pendant la semaine de l'UTMB ne sont pas forcément en relation avec nous. Donc on a aussi l'ambition d'aller vers eux, de leur expliquer notre démarche, de les embarquer avec nous dans cette vision positive et dans ce changement qu'on veut tous apporter dans le sport. Il y a aussi un autre sujet qui est le sujet de la biodiversité, bien évidemment, parce qu'on est dans des paysages absolument merveilleux et qu'il faut préserver. Il y a eu aussi des critiques un petit peu là-dessus, de se dire que quand 10 000 personnes passent sur certains sentiers, etc., ça peut les abîmer. Est-ce que c'est cet aspect biodiversité, que vous prenez en compte? Et comment vous le prenez en compte d'ailleurs? Alors oui, on le prend en compte. Ce qu'on rappelle souvent, nous, c'est que le sentier, c'est le passage de l'homme, hein. C'est le territoire de l'homme sur dans nos montagnes. On rappelle aussi que nos coureurs, ils sont répartis sur l'ensemble de la semaine, sur plusieurs sentiers, des sentiers différents, donc, qui sont des sentiers qui sont déjà pratiqués toute l'année par des randonneurs ou des coureurs. Donc, je ne pense pas que l'UTMB ait un impact particulièrement important sur ces sentiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention, ça ne fait pas des années qu'on fait déjà attention de restaurer, de faire en sorte que ces sentiers restent le plus clean possible. Et aussi qu'on fasse attention, typiquement, on a cette année, par exemple, toute une étude qui va être faite sur à tel moment de la nuit, sur tel passage, on sait qu'on est dans un secteur potentiellement problématique, et on va aller regarder l'impact des frontales sur la faune autour du sentier. Ça va encore être étudié, et chaque année, on a des nouvelles études qui nous permettent d'avancer dans le domaine. C'est vrai qu'on parle de l'UTMB, de la finale. L'UTMB Group a aussi d'autres événements à l'année, une 50aine, je crois, à peu près. Est-ce que tout ce dont on parle là, c'est des choses que vous voulez aussi apposer à toutes vos courses? Donc oui, on veut mettre en place ce qu'on est en train de faire au Mont Blanc, au Hoka UTMB Mont Blanc. C'est quelque chose qu'on veut déployer sur l'ensemble de nos courses, de notre circuit. Le Hoka UTMB Mont Blanc, c'est un laboratoire. On fait nos essais, on teste, on regarde va regarder ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, on corrigera. Et le but du jeu, ce sera de déployer partout sur l'ensemble de nos événements. D'accord, c'est en cours. C'est en cours. C'est pas quelque chose qui est encore mis en place pour le moment. Non, on devra annoncer les premières mesures, je dirais cet automne. Est-ce que aussi vous allez vous continuer dans cette démarche, bien évidemment, parce que de un, c'est important, mais aussi parce que l'année dernière, par exemple, Kylian Jornet ou Zach Miller ont un peu appelé au boycott de l'événement, qui sont quand même deux grosses têtes d'affiche du trail. Est-ce que c'est aussi pour peut-être
faire un pas vers eux en leur disant écoutez, on a aussi, enfin voilà, nous l'idée c'est que tous les meilleurs trailers soient raccords avec les valeurs de l'UTMB et qui finalement aussi les revenir les chercher en quelque sorte. Alors, clairement, alors déjà, c'était une incompréhension, je pense. Et clairement, depuis ce moment-là, on est en dialogue avec eux, que ce soit donc avec Kylian Jornet ou Zach Miller, mais que ce soit aussi avec tous les athlètes professionnels. Donc PTI, on en parlait tout à l'heure, avec Protect Our Winters, dans lequel il y a beaucoup d'athlètes professionnels du monde de l'outdoor. Et on essaie vraiment, on se place vraiment aujourd'hui en mode ok, dialoguons, parlons. On ne prétend pas avoir du tout la vérité. On ne se dit pas, tiens, nous, on sait. Et, voilà. En revanche, on se dit qu'en travaillant tous ensemble, on va arriver à aller dans la bonne direction. Et clairement, Kylian Jornet nous apporte beaucoup d'input sur comment s'améliorer, comment progresser. Zach Miller également. On travaille avec grand plaisir avec toutes ces personnes. Qu'est-ce qui est important pour eux, justement ? Vous dites que vous avez eu des discussions avec eux et qui donnent des inputs. Quels sont, pour eux, coureurs, les points les plus importants ? Il y en a plusieurs. Souvent, ce que je pense ce qui est important pour eux, c'est que les territoires ne soient pas oubliés. Donc là, on ne parle pas forcément que d'UTMB Mont-Blanc, KUTMB Mont-Blanc, mais de l'ensemble des événements. Donc bien faire en sorte qu'à chaque fois qu'on est sur un territoire, ce territoire grandisse par notre présence, qui est en général le cas, ça c'est pas très compliqué. Forcément, la vision globale, la réduction du bilan carbone des événements, pour eux aussi, c'est très important. Et pour eux, et en même temps, pour eux, ce qui est important, c'est pour autant de ne pas exclure une partie de la communauté. C'est de faire en sorte qu'on continue d'être capable d'accueillir tous les membres de notre communauté, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur revenu, leur catégorie sociale, etc. Donc d'être vraiment, de cocher toutes les cases quelque part, de toutes nos valeurs, quelque part de la sustainability. Et en même temps, vous nous avez dit qu'à partir de 2026, la contribution serait obligatoire. Donc, est-ce que vous n'avez pas un peu peur que les coureurs vous disent que c'est encore une fois à eux de mettre la main au porte-monnaie ? Oui, on va avoir beaucoup de discussions. Et oui, ça va pas être facile, je pense, tous les jours. Mais c'est hyper important. On en a beaucoup parlé. On travaille avec Protect Our Winters. On en a beaucoup parlé. Et oui, ça va heurter certains, mais ça va nous permettre à tous de discuter, à tous d'expliquer les choses, de nous comprendre les uns les autres. Et moi, je suis assez convaincu qu'on est une communauté, parce qu'à la fois, on est dans le sport, on est dans l'outdoor, on est dans la montagne. On est les premiers à aimer ces montagnes, on est les premiers à voir les impacts concrets du réchauffement climatique. Donc, on a tous envie que les choses changent. Donc, maintenant, il faut qu'on arrive à avoir ces outils entre nous pour bien comprendre ce qui se passe, bien mesurer ce qu'on est en train de faire et comment neutraliser le plus possible ces impacts. Moi, je suis hyper confiant sur notre capacité collective de ce sport, de cette communauté, à aider en fait à changer les choses, à aller dans une meilleure direction. Si on note des avancées concernant une course, on comprend également que le chemin est encore long pour que cela s'applique à un écosystème entier, Émilie. D'ailleurs, en parlant d'écosystème, jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'empreinte carbone, mais quand on parle d'impact environnemental, on peut aussi se questionner sur la biodiversité, comme vous l'avez brièvement évoqué avec l'UTMB Group. Est-ce qu'un coureur qui court en pleine nature dérange les animaux qui vivent dans cet environnement ? Et comment réagissent-ils quand leur milieu est traversé par des milliers de coureurs lors d'une course ? Pour avoir des réponses à ces questions, j'ai interrogé Christelle Bakache. Elle est chargée de projet sport de nature au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Elle travaille notamment avec de nombreuses organisations d'événements sportifs pour faire en sorte de réduire leurs impacts environnementaux sur le territoire. Pendant notre échange, elle a tenu à préciser que le Conservatoire n'est pas en guerre contre ses organisateurs. Au contraire, le but est de travailler en collaboration afin de préserver les paysages et la biodiversité dans lesquels les sportifs vont évoluer. On a cherché ensemble à définir concrètement les impacts d'un coureur et d'une course sur les milieux naturels. Une manifestation sportive, elle va avoir des impacts qu'on va appeler d'une certaine manière aigus, c'est-à-dire des impacts qui vont avoir lieu en temps et en heure au moment du passage de la manifestation et qui sont largement liés à la concentration, à la densité de personnes dans ce temps donné. On va penser en premier aux questions d'érosion. Donc l'érosion du sentier en lui-même, mais surtout de ses abords, c'est-à-dire qu'il
Dès qu'un coureur d'une course se trompe de sentier ou sort du sentier pour accélérer sa trajectoire ou simplement pour courir sur l'herbe parce que c'est plus confortable que les cailloux, par exemple, en fait, il va avoir un impact sur le sol, il va causer de l'érosion, potentiellement abîmer la végétation qui s'y trouve. Et surtout, en fait, ce geste que le coureur individuel va faire, il va être multiplié par le nombre de passages liés à l'événement. Donc, cet impact de l'événement, il est largement lié au nombre de coureurs. Ensuite, les impacts liés plutôt aux événements, il y a aussi toute la logistique qui est mise en œuvre, l'existence de ravitaillements qui sont parfois installés en milieu naturel. Les ravitaillements, c'est des endroits où les gens vont beaucoup piétiner, où il va y avoir beaucoup de passages d'allées et venues et une concentration aussi de création de déchets, par exemple, qui vont parfois se retrouver dans la nature, même si la plupart des organisateurs aujourd'hui essaient de les ramasser au maximum. Les événements de course à pied vont avoir comme impact indirect de donner envie aux gens de venir parcourir leur parcours même en dehors de la course en elle-même, ce qui amène une fréquentation importante qui va avoir tous les impacts de la fréquentation par la course à pied. Ensuite, d'autres impacts, on va dire un peu collatéraux des manifestations sportives, ça va être dans leur médiatisation, le fait de créer des survols pour notamment filmer au drone ou à l'hélicoptère, ça se fait encore à certains endroits. Comme autre impact sur les courses qui se déroulent la nuit, il y a un éclairage accru, donc il y a les lampes des coureurs et puis il y a aussi l'éclairage de l'organisation, donc notamment sur les lieux de vie, les ravitaillements et tous les endroits où les gens se rassemblent. Ensuite, le long des parcours, on a un public de plus en plus important. Le trail et la course à pied sont des sports qui sont de plus en plus médiatisés et connus et suivis, ce qui veut dire que chaque course d'ampleur amène un public important qui va se déployer dans l'espace naturel à des endroits plus ou moins accessibles. Et moins, on va dire, l'endroit est accessible, plus les impacts sont importants sur la biodiversité qui l'accueille. Concrètement, c'est quoi l'impact, par exemple, d'un drone ou alors que vous avez cité les frontales des coureurs? Quel est son impact concret à cette frontale et à ces milliers de frontales qui circulent la nuit? Un drone, que ce soit un drone qui filme une course ou le drone d'un amateur qui veut juste faire des images, c'est que le drone est considéré en fait comme un prédateur volant par la faune terrestre et comme une espèce volante par la faune des airs, donc par les oiseaux. C'est-à-dire que chacune de ces populations d'animaux va réagir comme si il y avait l'incursion dans son territoire ou au-dessus d'elle d'un prédateur potentiel, d'une menace potentielle, et donc va arrêter ses activités pour s'intéresser à ce qui se passe et à la menace qui vient d'arriver. Donc c'est ça qu'on appelle du dérangement. Le dérangement de la faune, c'est vraiment la modification d'un comportement d'un animal pour s'occuper de quelque chose qui vient de faire incursion, soit dans sa sphère olfactive, visuelle ou sur son territoire. Concernant les frontales des coureurs, leur impact, c'est qu'elles vont en fait créer du dérangement dans une partie de la journée qui n'était pas habituellement un moment de fréquentation important. On a constaté dans des études scientifiques que la faune s'habitue au dérangement. La faune s'habitue aux périodes de forte fréquentation et va s'activer en dehors de ces périodes de fréquentation. Si la fréquentation a lieu toute la journée et toute la nuit, il n'y a plus de période de quiétude pour la faune, donc les activités normales pour se nourrir, se reposer, ne pas avoir à répondre à des menaces de prédation ou ce genre de comportement vont disparaître et vont créer des populations d'animaux qui sont en fait toujours en alerte, soumis en fait à des niveaux de stress qui sont peu propices à leur survie et leur développement. Et le fait qu'un événement se déroule sur une journée ou une semaine, ça peut déjà avoir un impact sur le comportement de ces espèces-là? Tout à fait, la fréquence du dérangement va avoir un
impact important sur on va dire, l'importance de ce dérangement. C'est-à-dire que si c'est un dérangement ponctuel qui n'arrive qu'une seule fois, le passage d'un coureur tous les dimanches, par exemple, euh, la conséquence ne va pas être énorme pour l'individu ou pour l'espèce dérangée. En revanche, si le même individu est dérangé tous les jours ou toutes les nuits pendant une semaine d'affilée, ça veut dire que pendant une semaine, il n'a pas pu vaquer à ses occupations. Un événement, c'est le passage de beaucoup de coureurs sur un temps limité, c'est-à-dire que le même individu qui a son territoire de vie à proximité du passage de la course, il va potentiellement être dérangé autant de fois que il y a de coureurs dans la manifestation sportive. Donc cette ampleur en fait des manifestations sportives a un effet directement proportionnel sur l'ampleur du dérangement. Concernant le dérangement par le bruit, on n'a pas d'études liées aux impacts au sol des pas des coureurs. On suppose, mais c'est une hypothèse qui est à vérifier par des études scientifiques, que ce soit de nuit ou de jour, la perception des animaux des pas des coureurs, que ce soit à proximité par le bruit directement ou juste par l'onde de choc, va être différente de la perception d'un humain. C'est-à-dire que la course est perçue plus loin en fonction des espèces animales. Et ensuite, le bruit de l'organisation, ça, on essaie de limiter largement en espace naturel le déploiement de systèmes sonores qui sont d'ailleurs interdits dans la plupart des espaces protégés. Pour les gens qui courent en ville, est-ce qu'on sait si ça a aussi un impact sur la biodiversité, en sachant que elle est déjà extrêmement dérangée? Par exemple, si on va courir au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, est-ce qu'on a aussi un impact sur la biodiversité? Disons que quand on est dans un espace périurbain, la meilleure chose à faire, c'est de rester sur les sentiers et de penser aux heures auxquelles on se déplace. Parce qu'en ville comme en montagne, la faune va avoir adapté ses périodes d'activité aux périodes d'activité humaine, c'est-à-dire que plus il y a d'humains, moins la faune se montre et s'active. Mais quand les humains vont se coucher, vont faire autre chose, sont dans les bars ou dans leur lit, la faune va être un peu plus tranquille pour vaquer à ses occupations. Et donc, dans les espaces périurbains, on se rend compte que en fait, la faune n'a pas complètement disparu, mais par contre, elle se fait plus discrète quand on est très actif. Et on remarque notamment dans les forêts qui sont pratiquées à toute heure du jour et de la nuit, qu'il y a petit à petit une désertification un peu et une biodiversité qui disparaît parce qu'elle va aller ailleurs, elle va encore être repoussée en dehors de ces petits confettis de nature qui sont autour des villes. Pour continuer sur cette question, quelles sont les bonnes pratiques qu'un coureur peut mettre en place pour réduire son impact, enfin avoir le moins d'incidence possible sur la nature environnante? Alors, les bonnes pratiques à mettre en œuvre, la première, c'est de rester sur les sentiers, mais même ne pas faire un pas en dehors du sentier, parce que un pas fois 1000, ça veut dire un élargissement du sentier. Donc, le sentier, c'est l'emprise de l'activité humaine. Rester sur le sentier, c'est très important, parce que en dehors du sentier, donc c'est là que toutes les espèces végétales comme animales vont pouvoir se développer. Ensuite, penser à ces heures de pratique. Réfléchir aussi au fait qu'on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'un pratiquant en appelle un autre, soit parce que l'autre vous suit juste derrière dans une course par exemple, ou parce que l'autre vous suit sur Strava et donc va suivre la trace numérique que vous créez. Donc peut-être ne pas enregistrer toutes ces sorties pour éviter d'inciter les autres à pratiquer dans des espaces qui seraient un peu plus protégés de la fréquentation. Et ça va d'ailleurs avec les recommandations de ne pas mettre toujours les coordonnées exactes d'une photo Instagram. Et puis après aussi choisir son sentier en fonction des conditions météorologiques qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que s'il a beaucoup plu et que les sentiers sont boueux, on va avoir tendance à en sortir pour éviter de se mouiller, de salir ses baskets, de se mettre de la boue partout. Peut-être dans ces cas-là, choisir des sentiers qui restent secs, qui sont un peu plus larges et un peu moins fragiles. Parce que, en fait, quand on va courir en conditions très humides, on va avoir tendance à augmenter l'érosion et à abîmer d'autant plus le sentier, à l'élargir, à abîmer la végétation parce qu'on retourne le sol, de manière plus importante et tout ça, en fait, multiplié par un nombre de pratiquants importants, ça peut avoir un impact, direct sur l'écosystème ou même sur la zone humide, sur la circulation des eaux et ce genre de choses.
Est-ce que vous avez des conseils supplémentaires pour les personnes qui participent à des courses? Alors, lors d'une course, on remarque que les gens sont plus pressés, donc ils font par exemple moins attention à leurs déchets qu'ils vont mettre dans leur poche, mais en fait, il est pas exactement dans leur poche, donc on le retrouve sur le sentier. Un conseil, ça peut être, d'avoir un peu une habitude d'une poche qu'on referme automatiquement et de laquelle on sait que rien ne s'échappe, concernant les déchets ou bien, toujours penser à mettre ses déchets au niveau du ravitaillement et pas en emmener avec soi sur le sentier. Ensuite, lors des courses, peut-être que l'enjeu est plus important, on a envie d'aller plus vite, mais garder cette habitude de ne pas couper les sentiers, de ne pas couper les virages quand on est en descente raide ou ce genre de choses. Et puis c'est vrai que je l'ai pas dit, mais quand on voit un animal, même si on est en train de courir, même si on est pressé, même si on veut faire un bon chrono, s'arrêter et le laisser s'éloigner à son rythme, c'est très important parce que sinon on le met en situation de fuite et de dépense d'énergie, et ça peut lui porter préjudice. Donc voilà et puis aussi, la plupart des courses aujourd'hui, incluent dans leur règlement des dispositions environnementales. Donc à la fois lire ce règlement attentivement et puis, le respecter. Justement, vous avez abordé, les règlements de course. Il me semble que sur la Diagonale des Fous, les bâtons de course sont interdits et c'est pas le cas sur tous les trails. Est-ce qu'on connaît, l'impact des bâtons de course sur les chemins? En fait, ça dépend énormément du type de terrain qu'on traverse et du coup, si par exemple, le sentier est large et que l'impact du bâton et l'impact des pieds ont lieu sur le sentier, en fait, les bâtons vont permettre d'alléger un peu la foulée, donc potentiellement avoir pratiquement un impact positif. Alors que si l'impact des bâtons est en dehors du sentier sur un sol très humide, ben, les bâtons vont favoriser l'élargissement du sentier. Du coup, c'est pas une réponse, on va dire blanche ou noire, ça dépend beaucoup des terrains parcourus et c'est donc logique qu'il y ait des portions de courses ou des courses, dans certains écosystèmes particuliers qui, demandent à ce qu'on ne prenne pas de bâton et au contraire, qu'il y ait des endroits où ça ne pose pas problème. Quels sont les grands conseils que vous donneriez à des organisateurs de courses qui veulent aussi, essayer de bien faire? Alors, il y a tout un petit guide, qui existe, qui a été repris par pas mal de territoires, le guide de l'organisateur d'une manifestation sportive, environnementalement responsable. Mais en gros, déjà, c'est tout ce qu'il y a comme activité autour de la course, l'installation des ravitaillements, le balisage, qu'il se fasse de jour. Ensuite, l'utilisation d'un balisage réutilisable pour éviter de diffuser beaucoup de déchets de plastique, dans l'environnement. Typiquement, c'est quand on balise entièrement à la rubalise en faisant des petits nœuds sur les arbres ou des choses comme ça. En fait, c'est des choses qu'on va retrouver, dans les jours qui suivent, dispersées un peu partout dans la nature. Hem Une autre bonne pratique qui est mise en place, et ça, pour le coup, l'UTMB est assez exemplaire là-dessus, c'est le fait qu'après la course, il y a un passage de ramasseur de déchets. Parce que sur, un nombre important de coureurs, il y aura toujours quelque chose qui tombera de la poche, un bout de je sais pas quoi qui sera déchiré ou quelque chose qui va se retrouver sur le sentier et donc le fait d'avoir, l'organisation qui nettoie directement après la course, ça permet d'éviter, la dispersion des déchets. Ensuite, plus la manifestation sportive est grande, plus elle a un impact sur le territoire. Donc, une des recommandations, c'est aussi, le fait de mettre en place des plans de transport pour à la fois réduire les émissions de carbone et puis réduire, l'impact sur les populations, locales avec le nombre de voitures et ce genre de choses. Et et puis après, on a vu des organisateurs, qui se mettent en ordre de marche, pour rapprocher un peu, les inscrits de la course en faisant, des avantages si vous vous inscrivez et si vous vous rendez sur le lieu de la manifestation sportive en train ou ce genre de choses. Donc vraiment des choses liées à la mobilité qui là sont exemplaires, et qui sont des bonnes manières aussi de transformer les comportements de la communauté en général dans sa manière de pratiquer. C'est-à-dire penser à se rendre, sur le lieu de, son entraînement ou de sa course, en train plutôt que de faire un grand voyage, en avion très intense en carbone, pour aller courir, dans d'autres endroits. Face à ces constats, certains organisateurs de courses ont pris la tangente. Par exemple, en éliminant ou en rendant payant le fameux t-shirt de finisher automatiquement donné dans de nombreux événements.
La Toulouse Métropole Run Experience et la Grande Course du Grand Paris expliquent sur leur site avoir décidé de ne pas en proposer aux participants, car pour produire un seul de ces t-shirts, il faut utiliser environ 250 litres d'eau, consommer environ 20 kW d'électricité, soit environ 3 jours de consommation d'électricité d'un Français moyen, et que cela a pour effet de produire environ 6 kg de CO2. Avec cette décision, les organisateurs estiment économiser plus de 60 tonnes de CO2. Aussi, on trouve de moins en moins de bouteilles d'eau sur les ravitaux des courses. Elles commencent à être remplacées par des éco-cups, ou bien il est carrément demandé aux coureurs d'être autonomes et de prévoir leur nutrition et leur hydratation. Et puis certains organisateurs essaient de tout faire pour que l'événement laisse le moins de traces possible. On peut citer le Grand Raid du Finistère, qui selon le journal 20 minutes, limite les différentes distances proposées à quelques centaines de participants, interdit les bâtons aux coureurs, exclut à vie ceux qui seraient surpris en train de jeter leurs déchets dans la nature, refuse de fournir des épingles à nourrice pour les dossards et ne met pas en place de balisage sur le parcours. Finalement, les coureurs commencent à avoir le choix de réduire les conséquences néfastes de leurs pratiques sportives avec des événements plus responsables, mais aussi en choisissant de mieux consommer, soit en achetant leur matériel de seconde main sur des sites comme Leboncoin ou Vinted, ou en choisissant des produits fabriqués par des marques qui mettent l'accent sur les matières plus durables ou éco-responsables. Mais ce serait encore plus simple si les coureurs avaient accès à l'empreinte carbone de tout ce qu'ils choisissent de consommer, que les marques soient plus transparentes à ce sujet. Pour les professionnels, la question est plus complexe, car courir n'est pas seulement un loisir pour eux. Ce sport implique des enjeux économiques. Ils sont souvent obligés de se déplacer pour participer à des courses et de consommer beaucoup de matériel neuf. J'aimerais quand même citer une proposition qui a retenu mon attention dans le livre que tu as cité tout à l'heure, écrit par Olivier Crovisier. Elle a été faite par Xavier Thévenard, avec lequel l'auteur a pu s'entretenir. Le célèbre trailer lui a expliqué avoir déjà proposé d'inscrire dans les contrats des athlètes un quota carbone annuel à ne pas dépasser. Cela impliquerait que chacun ait un espèce de budget carbone à utiliser comme il veut et au-delà duquel il ne pourrait pas aller dans le cadre de sa pratique. On arrive à la fin de cet épisode, Cléo, et je crois que c'est le moment de nous dire à combien s'élève ton empreinte carbone. Alors, je ne suis pas spécialement fière, mais mon empreinte carbone s'élève à 10,09 tonnes de CO2 par an, et principalement à cause de 2 trajets en avion l'année dernière. Et toi, Émilie ? Alors la mienne s'élève à 8,5 tonnes de CO2, c'est un peu moins que toi, malgré mes voyages en avion, mais je suis sauvée par le fait que je ne mange pas de viande depuis plusieurs années. Et vous, que pensez-vous de ce sujet ? Connaissez-vous votre empreinte carbone et avez-vous mis des actions en place pour la réduire ? N'hésitez pas à nous partager vos réponses et votre avis sur cet épisode sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées de sujets, des questions que vous vous posez sur le monde du running et son impact sur la société, ou même des informations que vous souhaitez nous faire parvenir, écrivez-nous. D'ici là, on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur, Investigation. À bientôt !